Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Magali Berda, merci d'être avec nous ce matin. C'est l'actualité puisqu'hier, la condamnation de 28 internautes a été prononcée avec des peines allant jusqu'à de la prison ferme. On va en parler dans un instant avec vous et avec votre avocat, maître Gravelin Rodriguez. Rodriguez, bonjour. Est-ce que ça vous a enfin redonné un goût à la vie, ce résultat ? Franchement, oui. Oui. Sans aucun doute. On va en reparler dans un instant. On vous a appelé hier soir tard, justement, parce qu'on trouvait que c'était l'actualité de dire qu'aujourd'hui, des internautes, des gens sur Twitter, sur X qui vous harcèlent peuvent être condamnés. Et quand on voit le profil de ces, peut-être on va en parler avec vous, maître, de ceux qui vous ont attaqué, parce qu'il faut dire que vous avez été victime de menaces de mort, d'insultes, d'un véritable raid numérique, qu'aujourd'hui il y a des punitions indépendamment de ce qu'on peut penser de vous, des différents procès en cours, etc. C'est le fond de ce dont on avait envie de parler ce matin avec vous. Ce matin, Gilles, vous vouliez rendre hommage à Sylvain Augier qui a disparu hier, donc pas vraiment de zapping aujourd'hui, mais un hommage, effectivement, beaucoup d'émotions, on a vu beaucoup de réactions, on se souvient de lui évidemment dans Faut pas rêver, très grande carrière à la radio, il a été évidemment sur Sud Radio pendant de nombreuses années également. Et on voulait faire un clin d'œil à Sylvain Augier qui est mort dans sa maison après un malaise à l'âge de 68 ans, et alors peu de gens le savent peut-être pas, sauf nos auditeurs les plus fidèles, bien évidemment. Il a démarré sur Sud Radio. Enfin, il a eu une émission après France Inter sur Sud Radio. On a retrouvé une archive, vous allez voir, où il recevait Françoise Fabian. Alors j'ai une question pour vous, qui est ma question définitive et finale. Qu'est-ce qui vous fait courir, Patricia Daré ? Je vais vous dire, ce qui me fait courir, c'est vivre. C'est la chose la plus insupportable serait de penser qu'un jour la vie s'arrête. Sœur Emmanuel m'avait dit un jour, ce qui est difficile, c'est le passage. Oui, le passage est difficile puisqu'on se retrouve face à face avec soi-même. Il faut savoir qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Et que le bonheur existe. On peut tous être heureux. Oui, il suffit de vouloir. Et d'être dans l'instant, j'ai retenu ça. Bien sûr. Patricia, merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci d'être venu au micro de Sud Radio pour vous confier de cette façon. Ça a été un plaisir de vous entendre. Merci. Et je vais finir par y croire, je crois. Tant mieux. Au revoir à toutes et à tous. Bon après-midi. Et puis il était connu évidemment pour ses émissions de télé. Alors il y en a eu 2 qui l'ont fait connaître, Faut pas rêver. Et puis évidemment la carte au trésor. Faut savoir que il aimait avant tout voler sur toutes sortes d'engins, que ce soit les hélicoptères, les Mirage 2000, mais aussi évidemment le parapente. Il a eu un accident en parapente, et j'ai retrouvé une archive où il expliquait qu'il était heureux que lorsqu'il était dans les airs. Bien, comme vous le voyez, je suis en vol à bord d'un avion très spécial à 450 km/h, à 2 mètres au ras du sol, et ça va décoiffer, je vous le garantis. C'est parti, montez en chandelle, droit au nord. Voler, c'est la sensation la plus extraordinaire que je connaisse. Pour moi, c'est un sentiment de liberté et de bonheur qui est incroyable. Chaque fois que je me mets à bord d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur, quel que soit l'engin, un avion de chasse, ça me procure un sentiment de légèreté, de liberté et presque de disparition de la réalité. C'est devenu une façon d'aborder la vie, les autres, le temps, les aventures, les rêves, le futur, avec une distance plus grande et avec une hauteur de vue que sans doute je n'aurais pas eu si je ne volais pas depuis aussi longtemps, j'en suis sûr. Voilà. Sylvain Augier qui était heureux dans les airs. Et puis, dernier témoignage de Sylvain Augier sur la fin de sa vie. Il avait été reçu par Faustine Bollard, où il avait expliqué évidemment qu'il avait, alors, non seulement qu'il était tombé malade, mais qu'on avait découvert qu'il avait une bipolarité et qu'il commençait à se soigner, mais il avait pensé au suicide. J'ai voulu en finir. Je commence le livre avec ça. Vous aviez quel âge ? J'avais 55 ans. Pendant 20 ans, je me suis battu avec cette maladie sans comprendre comment on pouvait la soigner. J'avais lu qu'elle était inguérissable, qu'on l'a à vie, qu'on ne peut pas la guérir. En revanche, on peut la soigner. Et il faut tomber sur le ou la psychiatre qui vous donne le bon traitement. Et j'ai mis très longtemps à trouver la bonne personne. Mais ce jour-là, vous avez vraiment voulu en finir avec la vie, Sylvain ? Ah oui, la souffrance était terrible. J'ai attendu que le TGV se rapproche à une vitesse effarante. Au dernier moment, j'ai fait un écart d'1 mètre.
Le TGV est passé devant moi à toute vitesse. Et là, je me suis dit que le suicide, c'était la souffrance de celui qui allait disparaître, mais c'était le début de la souffrance de ceux qui l'aiment. En l'occurrence, mes enfants, ma femme et les gens que j'aime autour de moi. Et ce jour-là, ça a été complètement fini. J'imagine que ça vous parle parce que vous avez pensé beaucoup au suicide. J'ai lu pas mal d'articles avec vous, Magali Berda. Et en fait, vous êtes resté pour vos enfants. Exactement. Moi, j'ai eu aussi cette phase où j'avais raconté cette anecdote où j'étais tellement à bout que j'ai une de mes filles qui est hypersensible. Et je me suis protégée avec elle. C'est-à-dire, j'ai emmené ma fille dans une chambre d'hôtel et on est resté une semaine enfermés dans cette chambre d'hôtel. Toutes les deux, parce que je savais que si je me faisais ça devant elle, je la traumatisais et c'est elle à qui je ferais du mal. Donc en fait, c'est grave ce que je vais dire, mais elle m'a servi comme de bouclier face à la mort et je l'ai pas fait parce que je voulais pas la traumatiser en fait. Et parce que vous aviez envie que tout s'arrête. C'était devenu insupportable. Parce que c'est exactement ce qu'il dit, c'est les bons mots, c'est que la souffrance devient insupportable et quand on est dans une souffrance qui est continue toutes les secondes, toutes les minutes et que c'est non-stop, ben on en arrive à se dire faut pas. Comment en sortir, comment quand on a finir. l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il faut. Enfin voilà, c'est terrible. Mais de couper à un moment avec ces réseaux sociaux, Magali Berda, c'était aussi une solution peut-être pour fermer. Quand vous êtes dans un cercle d'harcèlement à ce niveau-là, ça se limite pas aux réseaux sociaux. Ouais. C'est que ça dépasse les réseaux sociaux. Donc. Mais c'est ça. Raconter. On va peut-être faire la genèse pour nos auditeurs. Hein. Vous avez effectivement été prise dans un cyber harcèlement. Oui. Ça a démarré comment ? En fait, ça a démarré par des tweets de Booba sur mon physique, sur des tas de choses, mon enfance, des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les placements de produits. Ouais. C'était hyper personnel et on a tout de suite reçu très rapidement des menaces très graves. Et c'est de là où on a commencé à être choqués. Moi, c'est la première chose que j'étais choquée de la violence des fans de Booba. Ouais. C'était monstrueux. Donc j'ai appelé mon avocat qui est ici présent et on est allé au commissariat déposer plainte avec des exemples de messages et les tweets de Booba. Et ils ont vu les répercussions de chacun de ces tweets. Et du coup, ça a été tout de suite transféré au parquet de la haine en ligne, donc qui est un nouveau parquet spécialisé dans le cyberharcèlement. Et il y a une enquête qui a été ouverte très rapidement également parce que ça a pris des proportions, ce qui n'arrêtait pas. Ils tweetaient tous les jours. Et seulement un mois après que l'enquête ait été ouverte, ou à peu près, c'était à peu près un mois après, quand c'est sorti dans les médias et que les médias ont communiqué sur l'ouverture de l'enquête, eh bien, il a cherché une parade. Et il a publié une liste de parades, c'est-à-dire quels sont mes points faibles. Les points faibles de Magali Berda, c'était ça, il les avait appelés, je crois, ou la liste des... L'argumentaire contre MB. Il a publié sur Twitter, donc je savais à quoi j'allais en arriver. Et là, il a publié tout un tas de trucs médiatiques, des petits articles de blogueurs, des choses pas vérifiables, pas vérifiées. Enfin, sur Magali Berda est addict à la chirurgie esthétique. Du coup, ça donne un mauvais exemple pour la jeunesse. Magali Berda fait des placements de produits à 1 € sur une boîte de bonbons. Magali Berda a dans son agence des influenceurs qui ont des problèmes avec la drogue, etc. Et il a tweeté sur tout ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne. C'était les placements de produits parce qu'il y avait un sujet sur les placements de produits que j'avais moi-même dénoncé auparavant. En plus, donc, mais c'est un sujet général d'un métier qui est en construction, qui concerne toutes les agences et tous les influenceurs à ce moment-là. C'était votre point sensible, votre talon d'Achille en fait. C'était le point sensible du métier que j'exerçais. Et du coup, forcément, comme il y avait des sujets là-dessus, il y a forcément des gens qui n'étaient pas contents et du coup, il s'est engrainé là-dedans. Il a déposé une plainte. Il a communiqué sur sa plainte. Sauf que moi, comme il y avait une enquête ouverte, je communiquais pas. Parce que l'enquête nous avait demandé de pas communiquer pour qu'il fasse leur travail correctement et dans le silence et en paix. Donc en fait, dans les médias, ça a tout de suite été repris. Booba a déposé plainte contre Magali Berda. Et en fait, il y a eu une inversion de la situation qui est assez terrible. Où les journalistes m'appelaient en me disant Booba a déposé plainte contre vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur les placements de produits? Je dis mais ça fait 1 mois et demi que je suis dessus, qu'il y a une enquête ouverte et que ça n'a rien à voir avec les placements de produits, de quoi vous me parlez? Et du coup les journalistes disaient Magali Berda se défend en criant cyberharcèlement. Sauf qu'en fait il y avait une enquête ouverte depuis plus d'1 mois dessus, avant qu'il dépose sa plainte.
et que du coup, il a été présenté dans les journaux. Et c'est de là où j'ai subi, en plus du cyberharcèlement, un lynchage médiatique réel dont le juge a parlé hier au tribunal mot pour mot. Parce que tout le monde m'a posé en figure du problème des placements de produits, alors que en fait, j'avais aucune condamnation sur les placements de produits, il y a eu des enquêtes de la répression des fraudes, et que malheureusement, le procès médiatique a fait son chemin plus vite que la justice, quoi. On va reparler de ce procès avec vous, maître. On va marquer une pause de pub et vous allez nous raconter, parce que c'est le premier procès d'envergure, et comment vous avez abordé toute cette affaire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. Les invités du jour, ce matin, Magali Berda, vous êtes à la tête d'une agence d'influence, qui est pour l'instant en redressement judiciaire, ce que vous nous disiez. Alors moi, je suis directrice commerciale maintenant, et du développement, puisque je l'ai fondée, mais je l'ai vendue en 2018, et mon mari l'a récupérée fin 2022, là justement, pour la sauver, et on a décidé de se battre. Et Maître Gravelin Rodriguez, vous êtes l'avocat de Magali Berda. Ce matin, on vous a invité parce que hier, c'est un jugement historique qui a eu lieu. 28 personnes âgées de 20 à 49 ans ont été condamnées à des peines de prison pour avoir harcelé en ligne Magali Berda. C'est la première fois que vous aviez à traiter ce genre d'affaires. Comment vous avez abordé la plainte? Alors, c'est la première fois que j'avais à traiter une affaire de cette ampleur-là, pour la simple et bonne raison que c'est la première fois que la justice française a traité d'une affaire de cette ampleur. Et aujourd'hui, c'est une immense victoire judiciaire et personnelle, parce que il faut bien comprendre que ce dossier a commencé dans un commissariat de quartier il y a près de 2 ans. J'ai lu beaucoup de choses qui laissent croire que Magali Berda a un réseau long comme le bras et que tout ça est un vaste complot. Ce dossier, il a commencé dans un commissariat de quartier, et on a déployer des efforts surhumains pour arriver là où on est aujourd'hui. Tout le monde a lâché Magali Berda, et il faut le rappeler aujourd'hui. C'est une réhabilitation judiciaire, ce qui s'est passé hier pour Madame Berda, parce que à l'époque, j'étais le seul. Et j'ai pas peur de le dire, j'étais le seul à parler à Magali Berda. Plus personne ne lui parlait, alors que quelques mois avant, elle interviewait tous les candidats à la présidentielle. Tout le monde voulait avoir sa photo avec Magali Berda, et du jour au lendemain, plus personne ne lui adressait la parole. Et c'est une conséquence directe du cyberharcèlement et de la violence qui s'est déversée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la justice nous a entendus, et on s'en félicite. Qui sont ces gens qui, donc je l'ai dit, de 20 à 49 ans, et est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils ont fait? Ce qui est terrible, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens qui ont entre 20 et 50 ans. Beaucoup sont employés, salariés, ils ont une situation. Il y a évidemment des gens... Ils n'ont pas 3 neurones, en fait. Alors, il y a des gens, d'abord, je sais pas s'ils ont 3 neurones ou pas, mais en tout cas, il y a des gens qui sont Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réflexions quand on écrit Hitler aurait dû finir le travail, on se demande si c'est ou ta fille va mourir, on se demande si derrière il y a des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, qui ont Oui, absolument. Et est-ce que ce sont ces gens-là? Absolument. C'est des agents immobiliers, il y avait une conseillère recouvrement bancaire, il y avait un gars qui ne travaillait pas, il y avait vraiment de tout. Ils se sont excusés? Alors, la moitié oui, la moitié non. Et le plus marquant pour moi, c'est qu'il y en a une qui n'est pas venue parce qu'elle n'assumait pas de venir, ce que je peux comprendre, c'était difficile, et elle a fait une lettre. Elle a fait une lettre qui a été lue au tribunal, où elle s'excusait, où elle était vraiment... et j'y ai cru. Et hier, quand on a gagné le procès, elle a fait un tweet en disant mais je viens d'être condamnée, et cette femme c'est elle qui doit aller en prison. Et là, quand vous lisez ça, vous vous dites, est-ce que finalement, ces excuses à la barre étaient... Et du coup, ça m'a un peu... Mais des peines, donc on peut le dire, jusqu'à 12 mois de prison ferme, 300 à 700 € d'amende, stage de citoyenneté. Il leur est interdit pendant 2 ans d'entrer en contact avec vous, Magali Berda, et ils devront vous verser solidairement 54 000 € au titre du préjudice moral. Mais oui, il n'y a pas eu de regret ou d'excuses exprimées. D'abord, sur les
les condamnations, c'est ils ont sorti tout l'arsenal possible. Ils sont condamnés à tout ce qui pouvait être condamné. Donc c'est bien le signe que la justice a voulu taper fort et mettre un terme à ces agissements. Dire ce n'est pas anodin, vous pouvez être puni. Écoutez, pour nos auditeurs qui nous écoutent, un tweet n'est pas anodin. C'est-à-dire que quand vous menacez de mort quelqu'un, vous pouvez être retrouvé. Ça a été compliqué. On a des questions autour de Est-ce que les fournisseurs ont participé? Est-ce que les fournisseurs comme Free, Bouygues et autres ont été Alors c'est surtout les plateformes qui collaborent. Certaines collaborent plus que d'autres. Twitter ne collabore pas beaucoup. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a déposé une plainte vous avez signé Twitter, Twitter. C'est encore en cours, donc on verra où ça mène. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi? Ils nous disent qu'ils ont retiré les éléments qui tombaient sous le coup de la loi, mais c'est pas nous qui étions en direct avec Twitter quand il s'agissait d'identifier les profils, c'était les enquêteurs. Et les réponses aux réquisitions ne sont pas aussi facilement obtenues de la part de Twitter que de la part d'autres plateformes. Quid de Booba? Puisque c'est de lui, nous dit Magali Berda, que tout est parti. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Alors peut-être que c'est vous, maître. Oui, il y a une plainte effectivement qui a été déposée contre lui. Il y a une information judiciaire qui est en cours, donc je peux pas non plus dévoiler. Non, mais il y a une plainte qui a été déposée contre lui. Ah depuis le départ, cet individu. Pourquoi il ne comparaissait pas en même temps? Parce qu'il n'a pas déféré aux convocations de la police judiciaire et que le parquet n'a pas eu d'autre solution que de solliciter l'ouverture d'une information judiciaire. Il est mis en examen. L'information judiciaire n'est pas terminée. Il a évidemment une responsabilité dans ce qui s'est passé. La question est de savoir laquelle. C'est à la justice de le décider. Mais la procédure est toujours en cours. Hier, vous étiez sur BFM. Vous avez parlé du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui avait félicité Booba par rapport aux influenceurs. Hier, dans C'est à vous, je voulais vous faire réagir à cet extrait. Il est revenu sur ça. Je lui réponds qu'elle mélange tout et que ma réponse est non, très clairement et très fermement. Je ne me suis jamais immiscé dans une querelle entre influenceurs. J'ai juste indiqué qu'il y avait effectivement des phénomènes de harcèlement via des influenceurs, qu'il y avait des arnaques, que tout ça n'était pas acceptable, qu'il fallait l'encadrer par la loi. Je l'ai dit et je l'ai fait. La loi a été adoptée, elle permet d'encadrer le travail des influenceurs. Mais je ne me suis jamais immiscé dans quelques querelles que ce soit entre influenceurs. Non, mais vous avez dit Booba a raison. J'ai dit qu'il avait raison sur le fait qu'il y avait du harcèlement, des arnaques et qu'il fallait les dénoncer. Oui, mais chaque fois qu'il dénonce des arnaques, ça déploie des vagues de haine contre Magali Berda. Ai-je prononcé... L'énonciation, il doit comparaître, Booba. Oui, ai-je prononcé le mot de cette influenceuse ou son nom une seule fois dans cette émission? Non. Je me suis prononcé sur le fond, et c'est mon rôle de ministre de l'économie et des finances de garantir la protection du consommateur. Certainement pas de me mêler des querelles d'influenceurs qui m'ont l'air sacrément compliquées. Vous mélangez tout ? Alors, je vais répondre. Déjà, dans ma question que j'avais posée à Bruno Le Maire, il y avait plusieurs questions qui ont été coupées dans cet avou. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas tout. Et il y a surtout quelque chose qui me dérange, c'est qu'il dit « j'ai pas prononcé le nom de cette influenceuse ». Bon, déjà... Je m'appelle Magali Berda, faut arrêter de prendre, faut pas être hypocrite. Le dossier était suffisamment médiatisé hier pour savoir de qui on parlait. Donc j'ai trouvé ça très hautain la manière dont il a parlé de moi hier, et c'est pas gentil. Voilà, je trouve pas ça très gentil parce que je l'ai pas agressé dans ma question. Au contraire, j'ai juste demandé s'il comprenait la souffrance que j'ai pu avoir quand il a prononcé ces mots. Il a dit qu'il n'avait pas prononcé mon nom. C'est faux, parce que la question du journaliste qui a été coupée dans cet avou hier, la vraie question c'était, on va revenir sur le clash Booba-Berda. Est-ce que Booba a raison ? Et il a dit Booba a raison. Mais quand ils ont diffusé l'extrait hier, ils ont enlevé le tout début de la question où c'était Booba-Berda. Donc mon nom était bien prononcé et ils savaient très bien qu'on parlait de ça. Donc j'ai pas trouvé ça très cool hier. La manière dont il a répondu est très loyale. Ensuite, il y a un deuxième problème qui me dérange fortement, c'est de dire aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec 28 condamnations de prison, d'appeler ça une querelle d'influenceurs. Et pour moi, banaliser le cyberharcèlement alors que des gens se suicident et que j'ai failli mourir et que mes filles ont failli mourir, et dire que c'est une querelle d'influenceurs, venant d'un ministre, je trouve ça grave à notre époque. On peut pas aujourd'hui rabaisser cette affaire à une querelle d'influenceurs. On est dans un dossier de cyberharcèlement où 28 personnes viennent d'être condamnées à de la prison.
On en est encore à dire que c'est une querelle d'influenceurs. C'est-à-dire que chaque personne qui va peut-être se suicider sur les réseaux sociaux à cause du harcèlement, on va en venir à lui dire mais t'es dans une querelle. Et c'est comment on va combattre le cyberharcèlement alors dans ces cas-là? Comment on va pouvoir y arriver un jour à combattre ce cyberharcèlement si on en vient à le banaliser à ce point-là, malgré des condamnations de prison, tout le travail qu'on a fait, où on s'est battu, en est arrivé à ce qu'un ministre dise c'est une querelle. Et ça m'a blessée hier soir parce que je demandais pas grand-chose. Je demandais rien. Je comprends que les gens ne voient pas la violence du cyberharcèlement parce qu'elle est invisible. Et c'est ce que je dis depuis le début. Mais j'aurais juste aimé que des fois dans la vie, on peut être ministre et on peut dire... Peut-être que là, je me suis un petit peu avancée, c'est pas grave. Et franchement, c'est pas grave parce que je le comprends. Et de dénoncer, il peut dénoncer les problèmes, la problématique des influenceurs, bien évidemment, mais parler aussi de ce phénomène gravissime qui est le harcèlement. Totalement. Je rappelle que vous avez entre mai 2022 et 2023 reçu Booba a envoyé 487 messages vous concernant. Totalement. Et donc la condamnation d'hier est bien la preuve que le cyberharcèlement existe, qu'il a été reconnu à sa juste valeur. J'imagine que vous étiez satisfait des condamnations. Oui, on est très satisfait et je veux redire ici que le cyberharcèlement, c'est un délit grave. C'est un délit grave. C'est pas une querelle. Je pense que c'est irresponsable, pardon d'enfoncer le clou, mais je pense que c'est irresponsable de la part d'un ministre d'État de parler d'une querelle quand il y a eu 28 condamnations à de la prison, dont 14 fermes. C'est pas l'exemple qu'il faut donner aux gens qui doivent se battre contre le cyberharcèlement plutôt que de se suicider. Il y a des gens qui font le choix aujourd'hui de se battre et d'autres qui se foutent en l'air. Moi, j'ai eu ce choix-là à faire un jour dans ma vie. Et si j'avais entendu à ce moment-là que c'est une simple querelle et que du coup mon dossier ne serait pas considéré, croyez-moi que je me serais foutu en l'air. Donc aujourd'hui, c'est pas bon. Et la troisième chose que j'avais demandé qui a été coupée, c'était de dire enfin, j'ai été, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un acteur du milieu. Qui a été considéré pendant 6 années. 6 années, c'est pas 2 mois. J'ai demandé des rendez-vous à Bruno Le Maire, on me les a toujours refusés. Et j'aurais aimé savoir après tout ça. J'ai posé cette question, est-ce que vous êtes prêts enfin à m'entendre, puisque moi je suis pas Booba, moi je suis pas à Miami. Moi je suis sur le terrain. Rendez-vous à Bruno Le Maire. Moi je suis sur le terrain. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Je voudrais discuter parler de votre métier, de mon métier, de ce que vous faites, des problèmes qu'on a rencontrés, des problèmes qu'on rencontre en jour, malgré la réglementation, malgré la régulation, qui est très bien. Et je le salue pour ça. Et c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en place cette loi. Et bravo à lui. Et c'est très important de le faire, mais je pense qu'on peut faire encore plus. Et aujourd'hui, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je suis un acteur du milieu. On a fait j'ai fondé une société qui a été poussée jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Une dernière question, est-ce que vous regrettez votre interview à complément d'enquête? Absolument pas. Parce que, encore une fois, mon interview, elle était sincère. J'ai fondé une entreprise. Tout entrepreneur aujourd'hui, à des hauts et à des bas, a fait des choses bien, des choses moins bien. Moi, je les assume et j'ai pas de problème avec ça. Donc, aucun problème. Merci d'être venu ce matin, Magali Berda. Merci Maître Gravelin Rodriguez d'avoir été là ce matin. Et avis à ceux qui cyberharcèlent, avis à ceux qui insultent en pensant qu'ils sont derrière leur écran et que c'est pas grave, c'est très grave, et même un seul message peut être destructeur pour certaines personnes, et vous n'êtes pas et vous ne serez pas impunis si vous harcelez, diffamez. Je pense que c'est important de le dire. Absolument. Merci à vous. Dans un instant, on va parler musique avec Bertrand Burgala. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Bertrand Burgala, président du SNEP, c'est la Société nationale des éditeurs phonographiques. Alors c'est un peu désuet aujourd'hui compte tenu de... Vous savez, au début, ça s'appelait même, ça a plus de 100 ans, effectivement, et ça s'appelait la Chambre syndicale de la machine parlante. Du commerce et d'édition de la machine parlante. Un truc. Moi, j'aurais bien aimé qu'on garde le titre machine parlante. Oui, c'était pas mal. C'était un côté un peu... Vous êtes vous-même musicien, compositeur, très très talentueux. On vous doit Goûte mes frites, de Valérie Lemercier, ou de la musique originale d'un de ses films avec un titre qui s'appelle Saint-Mamet. Et puis vous avez toujours été décalé, non? On peut dire ça comme ça. Je représente une grande majorité des artistes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas énormément de succès, mais qui font des choses. Mais c'est difficile aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de se faire connaître. C'est ce qu'on se disait avant que vous n'arriviez. Parce que à la fois
c'est beaucoup plus facile d'enregistrer ou de diffuser sa musique, mais la contrepartie, c'est qu'il y a énormément de disques de musique qui sortent, ce qui est très bien. Il y a plus de disques aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Écoutez, j'ai regardé, il y a 30 ans, en France, il y avait 1500 albums qui sortaient. Aujourd'hui, c'est au moins par jour l'équivalent. Il y a 200 000 nouveaux titres par jour sur les plateformes. 200 000 nouveaux titres. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour quelque chose qui est pas spécialement marketé, etc., d'émerger. Parce que tout le monde peut mettre son titre sur les plateformes. Et à la fois, c'est très bien. On va pas décréter qui a le droit ou pas. Mais c'est pour ça que les problèmes sont très différents. Donc ça veut dire que les maisons de disques sont devenues plutôt des maisons à faire des concerts et plus vraiment vendre du disque. Si, elles en vendent, mais il y a très peu de... En fait, ça a toujours été difficile de vivre de sa musique quand même. Il faut le dire, et surtout des disques. Donc avant, il y avait très peu d'élus, il y avait très peu de gens qui sortaient des disques. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en sortent. Mais il y a la musique, elle est comme le reste de la société. Il y a cette espèce de course à l'attention aujourd'hui. Et donc, c'est très difficile. C'est intéressant en même temps, mais c'est très difficile parce que l'attention, elle régresse. Au bout de 30 secondes d'une chanson, on passe à autre chose, etc. Comment un artiste gagne sa vie aujourd'hui ? Parce qu'avant, c'était facile, c'était les ventes d'albums. C'était facile pour quelques-uns. Ouais. Non, mais pour gagner de l'argent, c'était les ventes d'albums. Aujourd'hui, avec le streaming, comment ça se passe ? Moi, je m'interroge sur... Alors, c'est un marché, vous dites, qui est quand même en progression, un chiffre d'affaires de 968 milliards d'euros. Milliards, ça serait bien. Millions, pardon. Mais oui, comment ils gagnent leur vie, les artistes, aujourd'hui ? Les artistes, ils ont toujours quand même... Donc il y a toujours eu une minorité qui s'en sortait. La différence, c'est que c'est pas la même minorité qu'avant. Donc souvent ceux qui rouspètent sont ceux qui ont été très choyés avant. Et aujourd'hui, il y a des artistes, il y a des poids lourds du rap et tout ça qui gagnent beaucoup d'argent. Ou une Taylor Swift. Donc il y a toujours une minorité. Pour le reste, ça a toujours été du bricolage et ça le reste. C'est-à-dire qu'un artiste, il va faire des concerts. Les streams, effectivement, c'est ce qu'on a trouvé de mieux comme réponse à la gratuité, parce qu'autrement c'était la gratuité. Et ça, la gratuité, ça rapporte pas. Mais des streams, il faut au moins 100 000 streams pour toucher combien ? Si je fais 100 000 streams, c'est 1 million de streams, c'est 1 000 euros. 1 000 euros, c'est ça. Oui, non, c'est très peu rémunéré par rapport à ce que rémunèrent les droits d'auteur en radio ou en télévision. Et surtout ce qui est difficile, c'est que c'est vrai que ça nous met dans un système de statistiques qui a toujours existé. Il y a toujours eu les tops, les trucs, mais dans ce monde statistique, toutes les musiques un peu minoritaires, etc., elles vont avoir beaucoup de mal. Mais on est d'accord que il y a quelqu'un j'ai parlé, que j'étais content de vous recevoir et qui m'a dit, tu lui demanderas, alors je lui demande, pourquoi Johnny Hallyday gagnait de l'argent alors qu'il avait écrit aucune chanson ? Est-ce qu'on gagne de l'argent quand on est auteur ou quand on est chanteur ? Non, parce qu'il y a deux droits. C'est marrant parce que c'est une question. Même il y a des gens qui ont investi dans la musique qui l'ont pas compris. Mais alors, si n'avaient pas compris ça, c'est que vous avez les droits d'auteur. C'est effectivement, vous prenez une chanson de Johnny, c'est la personne qui aurait écrit les paroles et la personne qui aurait fait la musique et l'éditeur de ça c'est géré par la SACEM. Et les droits d'auteur, effectivement, quand une musique passe à la radio, bien l'auteur de la chanson perçoit des droits. Johnny, mais il y a aussi rien. Voilà, et après il y a les droits d'interprétation et ce qu'on appelle les droits voisins. Et depuis la loi Lang de 85, à la fois les chanteurs, enfin les artistes principaux perçoivent des droits, mais aussi les musiciens et les producteurs. Et donc ça c'est les droits voisins. Mais donc Johnny il gagnait beaucoup d'argent, bien sûr avec les concerts, mais aussi avec les royalties des disques. Mais quand moi je fabrique un disque, par exemple, je verse de l'argent pour les auteurs, c'est ce qu'on appelle les droits mécaniques, qui sont perçus par la SACEM. Alors là, je suis content, les auditeurs et les auditrices de Sud Radio vont être hyper pointus sur cette distinction. Voilà, vous prenez La vie en rose, il y a Marguerite Monod, etc. Ça, c'est les droits d'auteur. Les droits d'interprétation, c'est Edith Piaf. Est-ce qu'on achète encore des disques physiques, des CD, C'est très bien, c'est que le CD et le vinyle se maintiennent et je pense et y compris chez les moins de 30 ans. Et je pense que ça vient du fait que c'est une écoute qui est complémentaire du streaming.
Le streaming, il y a ce côté immédiat, et c'est assez génial. C'est qu'on a quand même accès à peu près toute la création musicale, ce qui n'est pas le cas avec le cinéma, où on est obligé d'avoir plein d'abonnements pour avoir. Et donc le CD comme le vinyle, c'est une écoute très différente, plus lente, plus respectueuse. Mais qui n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Alors les chiffres. Il y a eu un revival du vinyle où c'est un peu tendance, mais ça se maintient. Et le CD aussi. Ah ouais. Mais le CD, c'est une très bonne qualité sonore. Oui. Mais c'est vrai que les plateformes, est-ce qu'on est bon ou pas, nous quels sont les chiffres du streaming en France? Les chiffres du streaming. En fait, on a des chiffres. Quand on parle streaming, on pense. En fait, ce qui est embêtant en France, c'est que le streaming par abonnement ne progresse pas assez. Or, c'est le plus vertueux. Bien sûr. En plus, on vient de lui coller une taxe. Il a été augmenté, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on a collé. Je suis passé à 11 euros. C'est-à-dire qu'on a taxé les plus vertueux, c'est-à-dire Deezer, Spotify, qui reversent 70% de ce qu'ils perçoivent aux artistes et aux producteurs. Et en exemptant de fait TikTok, Meta et tout ça. Et TikTok progresse, et TikTok ne paye pas. Oui, il y a une guerre entre Universal et TikTok sur les droits d'auteur, c'est-à-dire que plein de gens mettent des musiques et TikTok ne reverse pas ces musiques et Universal leur interdit d'utiliser des musiques de leur catalogue, c'est ça. Oui, parce que comme Universal sont puissants, c'est très bien qu'eux essayent de mener ils le font pour eux, mais ça rejaillira sur les autres. C'est-à-dire qu'il faut que TikTok il y a YouTube aussi, soit un peu traite la musique avec plus de politesse. Et on va avoir la même question avec l'intelligence artificielle, parce qu'il y a eu une tentative comme ça de dire on va pouvoir aspirer tous les contenus, mais de musique, d'écrit, de tout, sans aucune transparence, et il faudra juste se plaindre après. Enfin, et donc ça, c'est plutôt, en tout cas, il y a une tentative, mais ce qui a été décidé à Bruxelles va plutôt dans le bon sens. Il y a eu un rapport d'une commission dont on pouvait redouter qu'elle sacrifie la propriété intellectuelle, et il va plutôt dans le bon sens. Parce que moi, si je dis à ChatGPT, fais-moi une musique façon à la Burgala, et qui prend 3-4 de vos musiques et qui les mélange et qui recrée une œuvre en reprenant ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera peut-être même mieux, hein, on ne sait pas. Ce qu'on peut faire, justement, je pense que là, on est d'accord que vous, en tant qu'auteur, je vous prends vous en exemple, parce que vous êtes en face de moi, mais vous vous sentez pillé à ce moment-là et... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en général, ce qui se passe comme ça va s'étendre à tout le reste. Et effectivement, il s'agit pas de dire on est pour ou contre l'intelligence artificielle, elle est là. Et en plus, voilà. Mais après, je pense qu'il faut qu'il y ait certaines lignes qui évite une sorte de barbarie. C'est-à-dire qu'après, autrement, non seulement tous les contenus vont être aspirés, mais ils vont être déposés comme des œuvres originales, et ça va être... Enfin, ça peut devenir extrêmement... Et on anticipe ça ou pas? Nous, on l'anticipe, c'est-à-dire que, justement, on considère que... Comme souvent, la musique est un peu en première ligne, mais si on tient là-dessus... Alors souvent, moi, je vois des gens, des grands oligarques, qui disent non, mais la musique, il faut que ça soit gratuit, mais... Je leur dis, mais c'est vachement bien. Vous avez des apparts magnifiques. Moi, je vais pouvoir m'installer chez vous, parce que c'est exact. La propriété intellectuelle, c'est comme la propriété tout court. Donc, s'ils sont proudhoniens, s'ils pensent que la propriété, c'est le vol, il va falloir qu'ils l'appliquent à eux-mêmes. Et en général, ça les calme assez vite. Du coup, ça les calme. TikTok, vous évoquiez TikTok, qui est, j'ai lu quelque part que c'était 70%, je crois, des contenus TikTok qui sont de la musique. Ouais. Et c'est très court, en fait. Ouais. Donc ça change aussi ça change la musique. Ça change la musique, non? Ça change la manière dont on écoute. C'est-à-dire qu'on écoute sur quelques secondes. Il y a eu un rétrécissement. Vous prenez les tubes d'il y a 40 ans. Ouais. Je sais pas, des trucs comme Le Sud et tout ça, ou I'm Not In Love de 10cc, c'était quand même des musiques assez complexes et qui passaient partout. Ou Stairway Forever. C'était 7 minutes. Et aujourd'hui, déjà les FM quand même ont vachement rétréci, parce qu'elles faisaient du testing, elles disaient aux gens, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Donc ça donne pas la prime à l'originalité. Est-ce que vous voulez réentendre? Donc ça s'est déjà beaucoup rétréci. Mais donc il y avait plus de ponts, il y avait de moins en moins de couplets. Mais je crois qu'il y a certains artistes TikTok qui ils remplissent des stades, et au bout de 40 secondes, les gens sont perdus parce qu'ils retrouvent pas le reste du répertoire, ils connaissent pas. Ouais. Et donc c'est vrai que
c'est quand même des défis assez étonnants. Mais d'un autre côté, on met tout en haut les Queen et autres dans les émissions comme The Voice ou autres. Donc d'un autre côté, et c'est les morceaux de Queen, ils pouvaient être très très longs. On est en train de réaliser aujourd'hui. D'abord, on veut que tout ait l'air nouveau, mais que tout nous rappelle quelque chose. Donc ça, c'est très ambigu. Et c'est vrai que tous ces géants du rock, il y en a encore qui sont en vie, mais ce qui est terrible, c'est d'imaginer que dans 10-20 ans, on écoutera, et ça commence, des gens qui refont Queen, comme on va écouter des gens qui rejouent du Mozart. Ouais. C'est-à-dire que c'est une musique qui va devenir rejouée. Et au début, ces groupes qui reprenaient les Beatles, tout pareil, ça paraissait grotesque. On se disait c'est ridicule, mais ça devient énorme. Ouais. Et le rap est la musique aujourd'hui la plus écoutée en France. On parle de. Oui, non. C'est-à-dire que disons que dans les algorithmes, le rap est prépondérant dans les premières ventes, mais ces premières ventes, elles rendent pas. Elle donne pas une photocopie de tous les usages, et il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent pas de rap. Alors moi, mon gros souci quand moi j'ai Deezer, quand je mets mon Deezer, il me propose que des choses que j'aime. Alors c'est formidable, mais du coup, c'est valable pour les algorithmes qui vous proposent toujours les théories que vous aimez, les choses que vous aimez, et du coup ça rétrécit. C'est-à-dire que peut-être moi je vais avoir un morceau que je ne connais pas, que je vais écouter, mais il me sera jamais proposé par Deezer, Spotify. Et donc il n'y a pas un moyen de faire que une musique que je connais pas puisse m'être proposée, parce que Deezer me propose que des trucs que j'adore, mais du coup, ça rétrécit mon champ. Je trouve que souvent, quand on parle du streaming, on parle des manipulations de stream, parce que c'est vrai, mais il y a aussi ces manipulations de playlists. Et le fait que aujourd'hui, les playlists peuvent nous induire, nous amener dans telle et telle chose. Sera proposé. Je trouve que ce qui est beau avec le streaming, justement, c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'on écoute quelque chose, on se dit, est-ce que j'aime ou pas? C'est pas parce que quelqu'un nous a baratiné. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que très vite, dès que l'algorithme reprend le dessus, il nous amène quelque part. Moi, j'adore. C'est un magasin de disques à ciel ouvert. Avant, quand il y avait le disquaire, on écoutait un disque. Si on l'achetait pas, on demandait à écouter un deuxième. On n'osait pas au troisième. Bien sûr. Là, on peut tout. Tout écouter. Le principal danger pour le marché de la musique, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, je trouve que c'est ce qui menace le reste de la société. Donc, d'une certaine façon, parfois une suradministration pour certaines choses. Il ne faut pas que la musique devienne une espèce d'art officiel avec des commissions, etc. Ce mythe de la gratuité, mais qu'on a déjà connu il y a 20 ans. Ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, c'est les mêmes mirages que quand Napster est arrivé. Donc, et dernière question, est-ce que les radios musicales vont pas disparaître face à ces plateformes? Est-ce qu'on a encore le réflexe d'écouter une radio musicale qui rapporte beaucoup d'argent? Si elles disparaissent, alors moi je suis très optimiste. Enfin, c'est pas vrai. Mais de caractère. Mais je me dis, l'intelligence artificielle, elle va mettre au rebut tout ce qui est déjà scolaire. C'est-à-dire que ça mettra au contraire toute la musique qui a une âme, qu'une machine pourra jamais refaire. Elle pourra toujours faire à la manière d'eux, comme d'autres le font. Et les radios musicales, plus elles se rétrécissent, c'est-à-dire plus elles passent les mêmes titres, plus elles ont de difficultés. Et vous avez d'autres radios, c'est ce qui fait aussi que certaines radios internet cartonnent, parce que justement il y a un truc de surprise. Mais depuis 40 ans, les FM se sont basés sur un surmarketing qui fait que je pense qu'au contraire, elles auraient intérêt à s'ouvrir et à passer plus de choses qui surprennent. Merci Bertrand Burgala d'avoir été merci, ça me fait très plaisir. Bertrand Burgala, merci d'avoir été avec nous, président du SNEP. À tout de suite pour les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est une super idée votre fête du petit-déj. Mais quelle fête? Vu votre super promo sur les céréales et les barres de céréales, le 20 mars c'est la fête du petit-déj et même du goûter. Ah, ok. Alors moi je dirais que le 20 mars chez Leclerc, c'est la fête de tous les gourmands avec 34% de tickets Leclerc sur une sélection de céréales et de barres céréalières. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre non valable sur les produits EcoPlus et C'est qui le patron. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Imaginez 3 jours avec de belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du spectacle. Du 30 mars au 1er avril, ce sont les Coupes de Pâques sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro. Venez vibrer pendant l'un des plus gros événements de sport mécanique de l'année, avec notamment les championnats de France GT, S4 et Tourisme, mais aussi l'Alpine Cup, la Clio Cup, la Midjet et le Porsche Sprint Challenge. Rendez-vous du 30 mars au 1er avril sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro dans le Gers. Info sur circuit-nogaro.com. Intersport,
trop motivés comme jamais. Qui aime Nike adore les promos Nike. Chez Intersport et jusqu'au 24 mars, profitez de 30% de réduction sur les vêtements et chaussures Nike. Offre réservée aux membres de notre programme de fidélité, la Team Intersport. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions et magasins participants sur intersport.fr. C'est la saison, l'asperge des Sables des Landes arrive et on va se régaler. Blanche, fraîche et pleine de vitamines. Elle est facile à préparer. Des recettes? Oui, sur nos réseaux sociaux. L'asperge des Sables des Landes IGP Label Rouge, elle fait le printemps. Manger, bouger, campagne réalisée avec le soutien de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, c'est Laurent Petit, votre coach Rosanna. Alors, bien dormi ou du mal à se réveiller? Si la journée s'annonce longue et intense, voici 3 conseils pour garder la forme. Échauffez-vous 2 minutes dès le lever, ne partez pas à la dernière minute pour ne pas vous stresser et prenez avec vous une bouteille d'eau minérale Rosanna. Rosanna contient naturellement du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Je vous souhaite une bonne matinée. Mon magnésium naturel, c'est Rosanna. Chez Optique 2000, on sait que vous avez sûrement des vieilles lunettes cachées chez vous. Alors on vous offre 50 € de remise immédiate sur une nouvelle paire si vous nous les rapportez. Allez, on vous laisse chercher. Dans votre tiroir fourre-tout, au milieu de vos chargeurs et piles usées,